Bonjour et bienvenue à cette quatrième capsule vidéo pour le cours didactique des probabilités et de la statistique en adaptation scolaire, profil primaire à l'UQO. Donc, cette quatrième capsule-là est sur un jeu de dés. Donc, vous allez voir, et l'objectif de la capsule, si je m'appuie sur les objectifs du cours, sur ces deux objectifs-là, c'est de développer la motivation et la confiance en soi par des activités qui demandent l'usage de mathématiques, y compris dans des activités déstabilisantes ou difficiles. Donc, c'était aussi un objectif qui avait été travaillé avec Monty Hall. Donc, ici, on va avoir encore une fois une situation un peu contre-intuitive, pas autant que Monty Hall, mais quand même. Puis d'appuyer toute connaissance mathématique sur l'utilisation de différents matériels, donc du matériel de manipulation, jeu de dés, donc vous le devinerez, il y aura des dés, et un simulateur aussi, en exerçant un jugement critique. Voilà. Donc, le jeu de dés est le suivant. Donc, on a un forain dans une fête foraine. On a un forain qui nous incite à son stand pour dire viens jouer avec moi, je vous propose un jeu de dés. Donc, le jeu est le suivant. Vous lancez les 2 dés, et s'il y a un 2 ou un 4, vous gagnez $1. Sinon, s'il n'y a pas de 2, pas de 4 sur les 2 dés, vous perdez puis vous remettez $1 au forain. Donc, je lance les dés. J'obtiens 1 et 4. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'il y a un 2 ou un 4? Oui, il y a un 4. Donc, vous gagnez $1. Je lance encore les dés. Un 2 et un 6. Vous gagnez $1. Je lance encore les dés. Un 3 et un 3. Donc, il n'y a pas de 2 ou de 4. Donc, vous perdez. Donc, est-ce que vous acceptez de jouer à ce jeu? Donc, je vous demanderai d'abord de donner votre conjecture. Est-ce que vous pensez que ce jeu peut être favorable pour vous, favorable pour le forain, ou peut-être que le jeu est équitable, donc il favorise pas plus un que l'autre? Maintenant, pourquoi essayer de penser, pourquoi ce jeu-là, vous accepteriez de jouer, ou si oui ou sinon, pourquoi? Donc maintenant, ce que je vous conseille, c'est, je vous suggère en fait de jouer au jeu, donc d'aller chercher 2 dés là, dans un jeu de Monopoly ou un jeu que vous avez à la maison, et de faire des essais pour essayer de tester, dans le fond, mettre à l'épreuve votre conjecture pour voir si ça serait favorable aux joueurs ou non, ce jeu-là. Donc je vous propose de faire pause sur la vidéo, puis de faire des essais pour tester votre conjecture. Voilà, c'est fait. Donc moi aussi, je l'ai fait. Et voici un exemple de résultat que j'ai obtenu en faisant 20 lancers de 2D. Donc quand on veut noter les résultats de 2D, d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on les met entre parenthèses, séparés par une virgule. Donc ce que ça veut dire, c'est que j'ai eu 2 sur un dé et 6 sur l'autre dé. Ici, 1 et 3, 4 et 4. Et là, vous voyez les couleurs ici, dans le fond, c'est qu'à chaque fois que j'ai soit un 2 ou un 4, ou les deux, je gagne, donc c'est vert. Et s'il n'y a aucun 2, aucun 4, je perds, ils sont en rouge. Donc si on peut se demander, en fait, de façon qualitative, là, si on veut utiliser le vocabulaire, est-ce que cet événement-là, le fait de gagner là, à ce jeu-là, est-ce que c'est impossible? Ce qui veut dire 0%, une probabilité de 0 ou de 0% de gagner. Est-ce que c'est possible? Donc, entre 0 et 1, ou entre 0% et 100%, ou est-ce que c'est certain de gagner, donc une probabilité de 1 ou de 100%? Donc, ici, vous verrez que si vous avez fait quelques résultats, vous voyez que c'est possible de gagner. Si c'était impossible, on ne l'aurait eu aucune fois, puis même on pourrait ne l'avoir eu aucune fois, puis ça ne serait pas nécessairement impossible. Ça pourrait juste donner que dans cet échantillon-là d'essai, on n'a pas gagné. Puis on pourrait avoir gagné toutes les fois aussi, puis ça ne voudrait pas dire nécessairement que c'est certain non plus. Donc ici, on a des cas favorables et des cas qui sont défavorables, ce qui fait que on a on va dire que c'est possible cet événement-là de gagner. Donc si je compile mes résultats, je vais avoir gagné 10 fois ici des résultats qui sont en vert et 10 fois qui sont en rouge. Donc, avec ça, je peux revenir sur ma conjecture. Donc, moi, si par exemple, ma conjecture précédente, ce que je pensais, c'était que le jeu était favorable au forain. Pourquoi? Parce que si je regarde un dé, il y a 6 faces, puis là, il faut avoir un 2 ou un 4 pour jouer, alors que 1, 3, 5 et 6 nous fait perdre. Là, le forain a un avantage, et en plus, j'ai 2 dés, donc je pense que le forain a un avantage. Là, si c'est ça ma conjecture, qui est je peux revenir ici sur cette conjecture-là avec mes résultats. Donc, si j'ai gagné 10 fois, perdu 10 fois. Fait que là, est-ce que ça veut dire, est-ce que ma conjecture est erronée ou pas? C'est dur à dire. Donc, ici, ça amène la question, est-ce que la tendance est fiable? Ici, on a un certain nombre de fréquences. On a une fréquence ici on a gagné 10 fois sur 20. Donc, c'est arrivé 10 fois
qu'on a observé, qu'on a gagné sur 20 fois qu'on l'a essayé. Puis, l'idée que j'ai pas nommé dans les précédentes capsules vidéo, ben, l'idée de la loi des grands nombres, c'est que la loi des grands nombres, ce qu'elle nous dit, c'est que plus on va avoir d'essais, plus nos fréquences vont se rapprocher de ce qu'on devrait avoir en théorie. Donc, plus ce qu'on observe en pratique devrait se rapprocher de la théorie, donc de la probabilité. Donc, c'est difficile de revenir sur ma conjecture et de changer. Donc, je pourrais dire, ben, je garde ma conjecture, que je pense que l'avantage est au forain. On peut remarquer, on l'a déjà fait aussi avec la capsule pour le jeu de Monty Hall, différentes phases d'une activité probabiliste qu'on peut faire. Donc, ce que je propose, c'est pas nécessairement un modèle à suivre, mais ce que je propose, c'est qu'on va avoir une conjecture intuitive au départ. Donc, dès qu'on a la situation, on peut se mouiller, puis dire, ben voici ma conjecture, moi je pense que c'est favorable ou défavorable, ou c'était mieux de changer de porte ou garder la porte là, pour Monty Hall, par exemple. Ensuite, on va aller faire une expérimentation concrète. Donc, dans ce cas-là, avec les dés, je vous ai demandé d'aller faire des essais. Vous avez fait un certain nombre d'essais. Après, on peut revenir sur la conjecture précédente, comme je viens tout juste de le faire. Ensuite, ben là, ça amène l'idée, là, on aurait besoin de plus de résultats. Donc, il faut faire une expérimentation plus vaste. Donc, comment on peut avoir plus d'essais? On peut faire des résultats regroupés. Donc, on pourrait dire, ben moi, j'ai fait 20 essais, mon voisin a fait 20 essais, etc. On met tout ça ensemble, puis là, avec 5 personnes, on a 100 essais. Déjà, avec 100 essais, on a une tendance qui est plus fiable. Ou, ben, pour avoir plus d'essais, on peut aussi utiliser un simulateur. C'est ce qu'on va faire dans quelques minutes. Après ces résultats-là, quand on a un résultat avec une tendance plus fiable, ben, on peut revenir sur la conjecture précédente, mais ça ne nous dit toujours pas quelle est la probabilité théorique. Donc, après ça, il faut passer à l'étape suivante, qui est de trouver la probabilité théorique. Donc, on a une certaine tendance qui nous est donnée par les nombreux résultats simulés. Donc, comme j'ai dit tantôt, la loi des grands nombres, elle, ce qu'elle nous dit, c'est que les fréquences observées vont tendre vers la probabilité théorique. Donc, à long terme, nos fréquences observées vont être assez fiables. Mais avec ça nous donne une idée, mais il faut quand même trouver la probabilité théorique. Puis comment on peut le faire? Ben, on peut utiliser différentes représentations pour donner un sens à la probabilité théorique. Donc, c'est ce qu'on va faire pour le reste de la capsule. Donc, on a un simulateur ici que vous pouvez aller tester maintenant. Donc, je vous propose de faire pause et d'aller tester le simulateur ici, monurl.ca/simulateur 3. Et basé sur les résultats que vous avez faits, ben dans le fond, vous devriez être en mesure de dire si le jeu semble être plus favorable aux joueurs, aux forains, ou s'il semble être équitable. Donc ici, je n'irai pas faire le simulateur, donc je suppose que vous l'avez fait, vous avez fait un certain nombre d'essais, tout comme j'avais fait pour Monty Hall, donc avec 2D, en mode turbo, 1000 essais. Et là, on peut aller voir ici, ben, on gagnerait si on obtient un 2 ou un 4. Et là, ce qui nous intéresse ici, c'est d'aller voir les fréquences observées. Donc ici, pour 1000 simulations, j'aurais gagné 548 fois. Donc c'est arrivé 548 fois que j'ai eu soit un 2 ou un 4. Et c'est arrivé 452 fois que j'ai perdu, comme au dernier résultat, la dernière simulation ici qui est affichée, où j'ai eu 3 et 3, donc j'ai perdu parce que j'ai ni un 2 ni un 4. Donc ça m'amène à prendre une décision. Donc, et là, je peux faire plusieurs fois 1000, 1000, 1000, 1000. Et là, je peux remarquer que j'ai toujours plus de gains ici que de pertes. C'est pas toujours les mêmes nombres, pas toujours les mêmes fréquences relatives ici, là, en pourcentage, mais j'observe une tendance où j'ai sensiblement un peu plus, environ 55% de gains et environ 45% de pertes. Donc, ça soulève l'idée de prise de décision. Là, quand j'ai eu un grand nombre comme ça, 1000 essais, ça me dit, ah, OK, ben, je gagne plus souvent que je perds, donc ça semble être un jeu qui est favorable aux joueurs. Après ça, ben, je peux aller... la prochaine étape, c'est de dire, OK, mais maintenant que j'ai une tendance, je vais aller l'expliquer avec une probabilité théorique, puis je vais utiliser différentes représentations pour donner un sens à tout ça. Donc, si je dis, je vais lancer 2D, et pour les différencier, moi, je trouve que c'est plus facile, en fait, d'utiliser des dés de deux couleurs différentes pour bien les distinguer. Donc, on peut dire que je lance d'abord mon dé vert, par exemple, et ensuite, je vais lancer mon dé bleu. Ou je peux les lancer en fait en même temps. C'est vrai, l'ordre n'a pas d'importance, je vais être capable de les distinguer quand même. Donc je lance mes 2 dés et ce que j'observe, ben, c'est que ici dans le premier résultat, ce que j'ai eu, c'est que j'ai eu 1 sur mon dé vert et 1 sur mon dé bleu. Donc ici, dans le fond, mes 6 résultats possibles du dé
vert, mon premier dé, c'est 1 à 6, et je peux avoir aussi 1 à 6 sur mon dé bleu, ce qui me donne en tout 36 résultats possibles. Donc, si le résultat qui est ici, par exemple, c'est que j'ai eu 5 sur mon dé vert et 4 sur mon dé bleu. Donc après, ben, je peux regarder quels sont les cas favorables. Parmi ici, j'ai 36 résultats possibles, mais quels sont les cas favorables? Quels sont ceux qui me font gagner? Donc ici, je vais avoir 20 cas favorables sur 36 cas possibles. Ce sont tous ceux qui ont au moins un 2 ou au moins un 4. Et des fois, il va y avoir les deux, un 4 et un 2, un 2 et un 4, deux fois le 2, deux fois le 4. Donc ici, si je les compte, je vais avoir 20 cas favorables sur 36 cas possibles. Donc ça, c'est une première façon, avec le tableau à double entrée comme ça, d'aller venir faire ressortir tous les cas possibles et d'aller faire ressortir les cas qui sont favorables. Puis la probabilité, c'est quoi cette probabilité-là? C'est le rapport entre les cas favorables et les cas possibles. Une autre façon de faire, c'est d'aller représenter encore une fois les 36 cas possibles, mais avec un arbre des possibilités. Donc, comment ça fonctionne un arbre des possibilités? On commence ici, et là, pour mon premier dé, j'ai 6 résultats possibles. Donc, ça peut être mes résultats de mon dé vert qui sont de 1 à 6. Donc, je peux avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça, c'est mon diagramme en arbre. Donc, ici, j'ai ce qu'on appelle des branches. Donc, j'ai 6 branches, 6 résultats possibles pour mon premier dé. Et pour mon dé bleu, j'ai aussi 6 résultats possibles. Donc, je peux avoir, si j'ai eu 1 sur mon premier dé, je peux aussi avoir 1 sur mon deuxième dé. Je peux avoir 2, 3, 4, 5 et 6. Même chose, si j'ai eu 2 sur mon premier dé, je peux avoir aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais avoir 6 résultats possibles de mon deuxième dé pour chacun des cas possibles de mon premier dé. Donc, c'est pour ça que ça fait ici 6 fois 6, genre 36 résultats possibles. Et maintenant, quelle est la probabilité d'avoir un 2 ou un 4? Je peux l'avoir à chaque fois que, ici j'ai eu 1 et 1, ben je perds. Je n'ai pas eu ni un 2 ni un 4. J'ai eu 1 et 2. Ah oui, ça c'est un cas favorable. Il y a un 2. Si je suis dans 4 et 1, oui, ça c'est un cas favorable aussi. Donc, à chaque fois qu'il y a soit un 2, soit un 4, on peut faire ressortir ici, il va y avoir 20 cas favorables sur 36 cas possibles. Ce qui revient dans le fond à le tableau à double entrée, ce sont les 36 mêmes résultats, les 20 cas favorables et les 36 cas possibles, mais représentés différemment. Donc, j'ai l'arbre des possibilités et ça va me faire quand même beaucoup de branches ici parce que j'ai 36 résultats possibles. Une façon de le rendre un peu plus dense, en fait, c'est toujours un diagramme en arbre, mais un autre type de diagramme en arbre, ça va être l'arbre des probabilités. Et ici, je vais aller regrouper, dans le fond, tous les cas qui m'intéressent ensemble. Donc, le fait ici que j'ai, si je reviens, le fait que j'ai un 1 ou un 3 ou un 5 ou un 6 au départ, c'est tout un cas où ça ne me fait pas gagner, dans le fond. Sur mon premier dé, que j'ai eu 1, 3, 5 ou 6, je ne gagne pas, versus si j'ai eu 2 ou 4, ça me permet de gagner. Et c'est la même chose, en fait, il faut que ça soit sur les 2 dés. Donc ici, je peux faire un arbre des probabilités. Toujours, j'ai un résultat d'un premier dé et un résultat d'un deuxième dé. Je regarde ici, est-ce que j'ai eu un 2 ou un 4? Sur mon premier dé, donc oui, 2 fois sur 6, en fait, 2 résultats sur 6 de mon premier dé me permettent d'avoir cet événement-là, d'avoir un 2 ou un 4 sur mon premier dé. Et ni 2 ni 4, ce qui revient à 1, 3, 5 ou 6, bien, ça va arriver, j'ai une probabilité sur ma branche, c'est 4 fois sur 6, donc ma probabilité de 4 sixièmes de n'avoir ni un 2 ni un 4 sur un dé. Et après, je continue dans mon arbre, donc ça, c'est mes résultats de premier dé. Et là, si j'ai eu un 2 ou un 4 sur mon premier dé, quelle est la probabilité d'avoir encore un 2 ou un 4? Bien, c'est toujours 2 chances sur 6. Je relance mon dé, donc j'ai dit 2 chances sur 6, pardon, 2 cas favorables sur 6 cas possibles. Donc ma probabilité de 2 sixièmes d'avoir un 2 ou un 4, et de n'avoir ni 2 ni 4, ça va être 4 sixièmes. Même principe ici, si j'ai eu ni 2 ni 4 au début, probabilité de 2 sixièmes d'avoir un 2 ou un 4, parce qu'il y a 2 cas favorables sur 6 cas possibles, et 4 cas favorables sur 6 cas possibles, en fait, qui nous amènent d'en avoir ni 2 ni 4. Dans ce cas-là, ce serait comme des cas, j'ai dit des cas favorables, mais en fait, ça va être des cas défavorables pour le joueur, parce qu'ils ne font pas gagner. Donc, on va voir ici, finalement, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qui nous ferait gagner, en fait? Ben, soit j'ai eu un 2 ou un 4 au début, puis peu importe ce que j'ai eu après, ici, ça nous fait gagner, donc c'est ces branches-là qui sont en rouge, ou j'ai pas eu un 2 ou un 4 au départ, mais je l'ai eu au deuxième dé. Donc, tous ces cas-là, ici, nous amèneraient à avoir des cas favorables. Et ici, si je suis ici en bas, c'est que je n'ai eu pas de 2, pas de 4, pas de 2, pas de 4. Et là, je pars dans ce cas-là. On va revenir sur le calcul des probabilités. Comment on fait pour vous montrer qu'ici, on aurait toujours 20 cas favorables sur 36 cas possibles.
Donc, encore une fois, je vous pose la question ici, est-ce que vous pensez que le jeu est favorable aux joueurs, favorable aux forains, et ou favorable ou pas favorable pour aucun des deux, donc un jeu équitable? Donc, on revient à la prise de décision maintenant. Est-ce que vous acceptez de jouer à ce jeu? Normalement, on devrait dire oui. Pourquoi? Ben, le jeu va être favorable aux joueurs dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que la probabilité de gagner est de 20/36e, donc de 20 cas favorables sur 36 cas possibles, et la probabilité de perdre va être complémentaire. C'est le cas complémentaire. Donc, ensemble, le fait de gagner ou perdre sont des événements complémentaires. Ça veut dire qu'ils se complètent. Donc, ils doivent donner une probabilité de 1 ensemble. Donc, la somme de tous les événements possibles doit donner une probabilité de 1 ou de 100%. Donc, la probabilité de 1, en fait, c'est 36/36e, les 36 cas possibles. Donc, si j'ai 20/36e ici pour gagner, ben, la probabilité de perdre va être, qu'est-ce qui me manque? Il manque 16/36e pour compléter, en fait. Ça va être la probabilité de perdre. Donc, on a ici donc 20 cas favorables sur 36 cas possibles. On peut l'écrire comme ça en fraction 20/36e. On peut le réduire aussi, donc avoir 5/9e. Comment j'ai fait pour réduire? J'ai divisé par 5 mon numérateur et divisé par 4 mon numérateur et divisé par 4 mon dénominateur. Et ça me donne une fraction qui est équivalente. Hein. Une erreur, ce serait de dire, ici, j'ai une fraction qui est 4 fois plus petite. Elle n'est pas 4 fois plus petite, elle est égale. C'est une fraction qui est équivalente. Pourquoi elle est égale? Parce que j'ai divisé mon numérateur par 4 et j'ai divisé aussi mon dénominateur par 4, ce qui préserve l'égalité. 5/9e, donc je peux l'avoir en fraction comme ça, 20/36e ou 5/9e. Une probabilité, je peux toujours aussi la représenter sous forme de nombre décimal. Donc, comment je fais pour avoir un nombre décimal? 5/9e, en fait, ça revient à faire 5 divisé par 9. Donc, c'est un des sens de la fraction, de la sens division. Donc, je peux faire 5 divisé par 9, et après avoir fait cette division-là, si je fais ma division par crochet, je vais me rendre compte que ça va donner 0,5, 5, 5, 5, et ça n'arrête pas. Donc, je peux l'écrire comme ça, 0,5555, ou je pourrais dire 0,5 périodique. Cette petite ligne-là ici veut dire que c'est le 5 qui se répète comme ça à l'infini. Donc, ça n'arrêterait pas. Donc, 0,5 périodique. Ou je pourrais aussi l'arrondir. Donc, je pourrais l'arrondir au centième. Donc, si j'ai 0,555, arrondir au centième, donc arrondir la position des centièmes ici, ce que je fais, c'est que je regarde par la suite après. Si c'est 5 ou plus, j'arrondis vers le haut. Sinon, je garde comme ça. Donc, si c'est 5 ou plus, donc j'arrondis mon 5 à 6, ce qui va me donner environ 0,56 ou 56 centièmes. Donc ça, 0,56 ou 56 centièmes, c'est une autre façon de l'écrire, c'est 56%. Donc, dans le fond, notre probabilité, je peux la donner en fraction, en nombre décimal ou en pourcentage. Ici, je ne sais pas pour vous, mais votre première intuition, votre conjecture, je ne sais pas si ça peut paraître contre-intuitif. Donc, la probabilité de gagner, c'est favorable aux joueurs. 56% du temps, en théorie, on va gagner à ce jeu-là. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, comme je disais tout à l'heure. Il y a seulement 2 résultats sur chacun des dés qui nous font gagner. Mais c'est le dé qu'on a 2 dés qui nous donnent comme plus de probabilité de gagner. On reviendra sur le calcul, comme j'ai dit, sur d'autres types de calculs de probabilité aussi là, dans les prochaines séances. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est qu'à long terme, si je vais gagner sur 36 cas, là, pour 36 parties, je vais gagner 20 fois sur 36 et je vais perdre 16 fois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'ai un avantage de 4 $. Ça va arriver 4 fois de plus pour chaque 36 parties que je fais, en théorie. C'est en théorie, j'aurai un avantage de 4 $. Donc, pour chaque 36 fois que je joue, je gagne 4 $. Donc, on pourrait dire que si on joue à long terme, là, on joue une partie en 10 secondes. Donc, on joue 10 secondes, on note, j'ai gagné ou j'ai perdu. OK, on joue encore, ça prend 10 secondes à chaque fois. Bon, si ça nous prend 10 secondes pour jouer, ça nous fait 6 parties par minute. Donc, 6 parties par minute, ce que ça veut dire, c'est dans une heure, il y a 60 minutes. Donc, en multipliant par 60, genre 360 parties par heure. Et 360 parties, ça équivaut à combien d'argent, là, en moyenne, là, que je devrais gagner, là, en théorie plutôt? Si 36 parties, c'est 4 $, 360 parties, c'est 10 fois plus de parties. Donc, je devrais gagner 10 fois plus que 4 $, donc 40 $. Donc, ça revient dans le fond à, si je fais 360 parties par heure, ça devrait devenir 40 $ de profit par heure. Donc, on peut dire quand même que c'est un bon taux horaire. Donc, ce jeu-là nous ferait gagner à long terme, si je joue là, sans arrêter là, à une partie à chaque 10 secondes, je gagne 40 $ de l'heure.
Donc, on peut dire que ce serait assez profitable à jouer. Mais pourquoi c'est une situation hypothétique? Ce genre de jeu-là se retrouverait jamais dans une fête foraine, là. Donc, les jeux d'habitude qui sont proposés sont favorables d'habitude aux forains ou à l'animateur du jeu et non pas aux joueurs. Donc, même si à long terme, le jeu est favorable, on sait qu'à court terme, on peut quand même perdre. Hein? On pourrait dire, bon, on devrait gagner souvent, mais ici, dans mes 20 résultats tantôt, j'ai perdu autant de fois que j'ai gagné. Je pourrais le faire 20 fois puis perdre plus que j'ai gagné aussi. Donc, ça ne veut pas dire que je vais être gagnant à court terme. D'où l'intérêt de faire un grand nombre d'essais. Donc maintenant, je vous propose de réfléchir à qu'est-ce qu'on a fait, comme d'habitude, de faire une petite synthèse de ce que vous retenez. Donc, je propose de faire pause et de réfléchir, de faire ressortir cette idée-là. Voilà, c'est fait. Donc, dans cette capsule, ma synthèse à moi, on a résolu un problème qui est contre-intuitif. Pas autant que Monty Hall, mais quand même, le jeu de dés qui est un peu contre-intuitif. Comme on le fait, on a réalisé des essais avec du matériel, on a réalisé des essais avec un simulateur. Par la loi des grands nombres, ça nous montrait on gagnait plus souvent qu'on perdait. Donc, la probabilité semblait être de plus de 50%. Ça nous donne cette tendance-là. Mais on a pu trouver cette probabilité-là par un raisonnement théorique qui est appuyé sur diverses représentations. Donc, le tableau à double entrée, l'arbre des possibilités, l'arbre des probabilités, pour calculer le rapport du nombre de cas favorables et le nombre de cas possibles. Puis, ça nous a permis de refaire encore une fois un retour sur les phases, les différentes étapes qu'on peut faire là, dans une activité probabiliste, là, comme on a vu précédemment. Donc voilà, j'espère que cette capsule vous a intéressé. Puis au plaisir de vous parler de probabilité et statistique dans une prochaine vidéo.